Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Serge Valetti est un authentique Marseillais. Né dans le même quartier qu'Ariane Ascaride, et comme elle, il est devenu comédien. Mais pas seulement. Car si l'idée de jouer devant un public l'amusait, l'envie de noircir des pages en inventant des histoires pour des pièces de théâtre, des scénarios de films et des romans l'excitait plus encore. Lorsque nous l'avons rencontré, Serge Valetti s'apprêtait à assister aux Bernardines à Marseille, à la dernière de John Dreams, un puissant monologue qu'il avait écrit il y a 10 ans pour l'acteur Patrick Pinault. À l'époque, le comédien ne se sentant pas prêt pour interpréter ce personnage croisé furtivement dans Hamlet, Serge Valetti avait décidé d'attendre que Patrick Pinault soit en mesure d'endosser ce rôle. Serge Valetti connaît la valeur du temps et celle du partage. Lorsque son ami Robert Guédiguian, marseillais comme lui, l'appelle pour participer à l'écriture d'un scénario de film, ils mettent idées et mots en commun et il en sort, quelques semaines plus tard, des longs métrages tels que La Villa ou Et la fête continue. Avec Robin Renucci, comédien et directeur du théâtre de la Criée à Marseille, Serge Valetti s'est à nouveau plongé dans Aristophane, dont il avait déjà traduit toutes les pièces. À quatre mains, ils ont adapté la pièce à la paix, en l'inscrivant dans notre époque sans en trahir le propos. Dans cet entretien, Serge Valetti revient sur l'origine de sa passion pour le théâtre et l'écriture, sur l'art délicat d'écrire la parole, mais aussi sur l'amitié, le spectacle vivant, et cette envie de faire rire, ce moteur qui l'anime depuis l'enfance sans jamais tomber en panne. Je m'appelle Serge Valetti et j'écris du théâtre, j'écris des scénarios de films et pendant longtemps j'ai été acteur aussi et un peu moins maintenant. Voilà. C'est-à-dire on ne choisit pas, là moi je suis né là, rue Jean-Martin, boulevard Chave, Sakakini, La Plaine, et donc je suis tombé à cet endroit-là, et pendant longtemps je n'ai pas compris, ou je ne savais pas que c'était une spécificité. J'étais comme tout le monde, et puis de temps en temps il y avait des étrangers qui venaient, de temps en temps des Parisiens qui n'étaient pas comme nous, peut-être, voilà, mais ça n'avait rien. Pour moi, tout le monde était Marseillais, enfin tous les gens que je connaissais étaient Marseillais, donc ça me semblait normal. Le monde entier pour moi était Marseillais. Et puis arrivaient des étrangers, comme je vous disais. Et puis en fait, moi ce que je voulais c'était faire le pitre, faire rire mes copains, rigoler le plus possible, et que rire, je dis et que rire. Après j'ai compris que rire ça voulait dire écrire aussi, mais je ne le savais pas encore. Et qu'est-ce que tu vas faire, et tu vas faire quoi? Et que rire, voilà, et que rire. Et je me levais le matin. Et mon but était de faire rire, voilà. Et donc, à tel point que j'étais complètement infernal, insupportable pour mes parents, pour que je poussais à bout, parce que je ne sais pas pourquoi, j'aimais bien, ça marchait, je les faisais rire, ils étaient bon public, mais pas toute la journée, quoi, voilà. Mais moi, c'était toute la journée, matin, midi et soir. Et donc, j'aimais ça. Quand je passais au tableau à l'école, mon but, c'était de faire rire la classe, hein, et plus le professeur était sévère et plus la difficulté était importante et plus ça me plaisait de justement dérider la situation, quoi. Voilà, dérider, oui. J'aime bien dérider, quoi. Voilà. Et donc, voilà, et puis peu à peu, comment dire, j'étais avec des amis, on m'a mis au scout, sûrement pour leur faire des vacances à mes parents. Et puis au scout, je suis tombé sur des copains que j'avais envie de faire rire aussi, et puis avec qui on a monté un petit orchestre, donc j'écrivais les paroles avec un copain, et puis eux ils faisaient de la musique, et puis je chantais, et c'est devenu donc ma première prestation. En dehors des veillées scouts, finalement, je suis arrivé à monter sur scène. Et donc, j'ai épuisé un peu les lieux marseillais, les maisons des jeunes de la culture, un cabaret qui s'appelait Le Troubadour, qui était rue Montgrand.
Et puis à Aix, le Coquillard, le Boîte de Nuit, tout ça. Bon, et puis moi j'ai trouvé que finalement je chantais 3 chansons parce que on passait, il y avait un programme, donc il y avait 3-4 chansons et puis en première partie et puis 2 ou 3 en deuxième, et ça me semblait pas assez. Et donc à la rentrée 69, quand le 20 juillet, l'homme a marché sur la Lune, donc j'ai compris que je pourrais jamais plus être le premier homme à marcher sur la Lune, ce qui était mon but. Mais très vite, je me suis dit, bon, bah, je vais faire on va écrire une pièce de théâtre, et puis Donc j'ai loué le théâtre Massalia qui était rue Grignan, et on a écrit une pièce de théâtre, et puis on l'a joué, voilà, et ça s'est très bien passé parce que j'étais encore au lycée, donc tous les copains avaient acheté des billets et tout, donc c'était un grand succès, et ça m'a plu, voilà, et surtout ça m'a plu d'être sur scène, quoi. Et puis l'année d'après, j'ai refait la même chose avec une autre pièce, et puis une autre pièce, puis une autre pièce, comme ça de 69 à 73, et puis après je suis monté à Paris. Et là, j'ai découvert le vrai métier de comédien. Alors, c'est là un peu que je suis devenu marseillais, mais bon, comme j'avais fait du théâtre, j'avais un peu gommé l'accent déjà, parce que j'avais fait 2 ou 3 cours de théâtre à Marseille, et bon, effectivement, l'avantage quand tu es marseillais, c'est que tu dis très bien les alexandrins, puisque tu dis les e muets. Tu dis pas je te trouve bien, tu dis je te trouve bien, et donc ça colle. Pour les alexandrins, c'est parfait, mais il faut pas quand même exagérer. Donc voilà, j'ai exercé le métier de comédien pendant un certain temps, et puis après 3 ou 4 ans après, je me suis remis à écrire et à monter des pièces au Festival d'Avignon d'abord, et puis un peu partout après. Et mon activité a été de faire les deux, à la fois comédien en jouant avec des metteurs en scène très différents, des auteurs contemporains très différents, et des classiques aussi comme Marivaux, Shakespeare, Beaumarchais, et surtout, bon, moi je restais cette veine comique, quoi, toujours, hein. J'ai joué du Molière aussi un peu, et j'aime, voilà, mais chaque fois je revenais à écrire mes textes, mes propres textes, voilà, c'était ce qui me motivait, c'était à la fois me présenter moi sur scène, mais avec mes mots, on va dire. Disons que je suis plus un acteur qui écrit qu'un auteur qui joue, quoi. Voilà. La base, c'est le mouvement du début, c'est jouer, être sur scène et se faire remarquer, comme on dit à Marseille, faire l'intéressant. Et comme j'étais pas trop branché sur les classiques, parce que c'était ce qu'on apprenait à l'école, et donc j'avais peur de me mesurer à des géants pareils, et que d'autre part, il n'y avait pas trop à l'époque de ce qu'on appelait après les auteurs contemporains, des jeunes auteurs contemporains. Donc du coup, je me suis mis spontanément à écrire ce que je voulais que mon personnage, que l'acteur que j'étais dise, quoi. Voilà. C'est ça le mouvement. Et après, j'ai continué, et pendant très longtemps, parce que pendant une vingtaine d'années, il n'y avait que moi qui montais et qui jouais les textes que j'écrivais. Je jouais ailleurs et d'autres textes, mais disons que mon écriture, entre guillemets, ne passait pas par l'écrit. J'avais besoin que ça rentre par les oreilles chez les gens. Et en 88, donc à peu près 20 ans après mes débuts, j'ai eu la chance qu'une metteur en scène qui s'appelle Chantal Morel choisisse de monter et de mettre en scène une pièce que j'avais écrite qui s'appelait Le jour se lève Léopold, dans laquelle je ne jouais pas. Et là, du coup, et comme ça a très très bien marché, je suis devenu un auteur. Voilà. Parce que c'est peut-être en m'absentant de la scène que je suis devenu auteur. Avant, on disait c'est un petit pied sur scène et qui raconte n'importe quoi, ou qui parle. Mais quand on a vu d'autres acteurs, dire mes textes et se rendre compte que c'était autant de n'importe quoi que quand c'était moi qui le jouais, donc je suis devenu auteur. Là, et puis j'ai été édité pour la première fois
chez Christian Bourgois en 88, pareil. Je tenais, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je n'étais pas édité. Pour moi, comme je vous disais, l'écriture ne passait pas par les yeux, mais par l'oreille. J'écris de la parole. Le théâtre, c'est la parole, quoi. Donc, j'avais de la difficulté à le faire passer à l'écrit. Voilà. En disant, d'abord, peu de gens savent lire le théâtre, le lisent et savent le lire, aiment le lire. Bon, c'est un métier, quoi. Voilà. Et donc, spontanément, pareil, on ne lit pas une pièce de théâtre comme ça pour se délasser, on va dire. Même, enfin, pas tout le monde, hein, il y en a qui aiment ça, mais d'une manière générale. Et donc, j'avais besoin de passer par la parole, par l'écoute. Le texte devait rentrer dans l'oreille d'abord. Voilà. Mais le théâtre, d'abord, c'est un lieu, une date, une ville, un moment, une heure. Et pendant ce moment de la représentation, qui dure 1 heure ou 2 heures, le temps est suspendu, la vie s'arrête. On n'est plus embêté par les misères du monde. On rentre dans une autre dimension. Et on fait ça, pas tout seul dans sa salle de bain, mais on fait ça en public, devant une communauté, des gens. Mais moi, il m'est arrivé souvent et je jouais pendant 6 mois, j'ai joué un spectacle pour 2 personnes simplement. Donc la salle était pleine quand il y avait 2 personnes. Donc c'est pas une question de foule qui vous applaudit ou qui aime. C'est le fait de partager avec des inconnus, entre guillemets, parce que souvent il y a des gens qu'on connaît, mais justement n'importe qui peut venir. D'abord, ça c'est important. Et pousser la porte, rentrer, s'asseoir et écouter et partager avec d'autres un moment en commun, ensemble. Et ça, bon, c'est vrai si on prend le train, on va passer un moment ensemble avec des gens, mais chacun est sur son iPad, sur son téléphone, sur son livre, sur son journal et tout. Mais là, les mots soudent un peu une communauté et on réagit, on rit, ou on pleure, ou on est ému, ou on est en colère, mais ensemble. Et c'est cet ensemble-là, créé par quelqu'un, ou souvent par une troupe entière qui a travaillé pendant des mois pour que ce moment soit magique est un grand mot, mais en tout cas exceptionnel, et qu'il puisse aller plus loin que lui-même, que ce moment sorte de l'ordinaire. Tout d'abord avec Robert Guédiguian, maintenant ça commence à devenir une longue histoire, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On se connaissait, je connaissais surtout Ariane, qui est du même quartier que moi, qui est marseillaise. Robert, lui, c'est l'Estac, donc c'est un quartier de Marseille. Et finalement, on s'est fréquentés, et puis un jour, il m'a demandé si je voulais écrire un scénario avec lui. Et moi, j'avais écrit des scénarios avec Jean-Louis Comolli, avec Luc Béraud, avec d'autres. J'avais déjà fait ça, mais l'avantage avec Robert, c'est que d'abord il est producteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas après à se trimballer avec le scénario dans la valise en cherchant un producteur. Donc on écrit vraiment alors comment on écrit? Évidemment, je dirais pas à 4 mains, mais à 2 cerveaux. En fait, je lui pose des questions et puis ses réponses me guident. Quoi. Genre, où tu veux tourner? À Marseille. Avec qui? Ariane, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélin, bon, d'accord. Et puis, mais ça raconterait quoi? Je sais pas, mais c'est triste, c'est gai. Enfin, voilà, j'essaie comment dire, tout est éparpillé, la fiction. Et puis, de temps en temps, souvent, c'est lui qui arrive, il dit, j'ai une idée. Voilà, quand même. Il dit, voilà, là j'ai une idée, ça me semble intéressant. Et donc, voilà, on développe les choses ensemble, et à la fin, on ne sait plus qui a écrit quoi. Hein. Je veux dire, sincèrement, même moi, je regarde, il y a des trucs, je sais que c'est moi, c'est des répliques ou des trucs comme ça, mais en fait, on ne sait plus. C'est vraiment un premier travail, on rêve un film à venir.
Et après, il faut le réaliser. Ça, c'est autre chose. Mais le rêve, on rêve à deux. C'est pour ça que je parlais de cerveau. On rêve à deux quelque chose et on le met sur le papier. C'est le scénario qui a un début, un milieu, une fin, qui doit être structuré, qui doit emporter l'adhésion de celui qui le lit. Alors là, c'est plus comme le théâtre de la parole, mais c'est vraiment de l'écrit, parce que c'est l'image, quoi. Ça crée le scénario crée des images, des situations, des personnages qu'on identifie. On sait que c'est telle personne qui va dire ça, avec qui il va arriver ça. Donc tout ça, on fait comme un plan d'une maison idéale, comme des architectes font le plan. Alors, tu veux qu'il y ait 3 étages? Ben non, peut-être 4, mais on met un toit terrasse. Ben oui, mais on met la piscine où? En bas, en haut? Ah ben sur le côté, non, pas de piscine. Je déteste les piscines. Bon ben alors quoi? Un hammam? Ah non, un hammam, ça fait étranger, un hammam, non, mais plutôt des bains de douche. Voilà. On invente comme ça un immeuble, un appartement ou une ville, je ne sais pas, et on fait le plan. Après, il faut le construire. Donc là, ça devient autre chose. On se cogne avec le réel, comme disait l'autre. Et ça, c'est le travail du réalisateur. Mais donc, on prépare ce travail-là. Écrire un scénario, c'est préparer le travail de la préparation, le repérage des lieux, le choix des comédiens, les costumes, quand on va tourner, parce que le climat change, l'image, tout ça est important, mais c'est après. Donc et ça, je m'en occupe pas, quoi. Le film qui sortira le 15 novembre s'appelle « Et la fête continue ». En fait, l'idée du film, de départ, c'est un peu le printemps marseillais. Qu'est-ce qui fait qu'il faut une tête de liste? En l'occurrence, c'était Michel Rubirola qui a été choisi, nommé, élu tête de liste du printemps marseillais. Et ce qui a permis à la gauche, entre guillemets, en tout cas les forces de gauche, d'être élus. Alors que dispersés, ils n'auraient jamais été élus. Et donc, parce que ça s'est joué quand même très 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 près. Hein. Et donc, le drame de la rue d'Aubagne, évidemment, a démonétisé toute la droite et tous les gens qui étaient au pouvoir. Parce que il était flagrant que la gestion n'allait pas, quoi. Quand il y a des immeubles en miettes qui s'effondrent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, l'opportunité, c'était de gagner si la gauche se mettait tous ensemble. Mais et on le revit maintenant, hein, il fallait un regroupement et donc une incarnation, quelqu'un. Et c'était Michel Rubirola qui a interprété ce rôle. Et dans le film, c'est Ariane Ascaride qui alors, c'était, je vous dis l'idée de départ, mais ça n'a rien à voir. On ne voulait pas faire un film électoral avec les meetings, les collages d'affiches, les tracts, tout ça. Non, et donc on l'a traité du côté intime. Et le drame de la rue d'Aubagne est central et pivot sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire comment si on ne se mêle pas de politique, comme on dit, la politique se mêle de vous et on peut en mourir. Donc c'est le collectif Noailles Debout qui m'avait au départ contacté pour l'inauguration de la place du 5 novembre 2018. Et donc j'ai écrit un texte qui avait été crié pendant l'inauguration. Et donc ce texte est dans le film aussi. Donc tout ça, vous savez, en fait, quand on écrit un scénario, on est plongé dans l'actualité et on fait, finalement, comme on dit, de feu de tout bois. Aussi bêtement, moi, je vais passer, prendre de l'essence dans une voiture à une station-service et je vais rencontrer quelqu'un, croiser quelqu'un et ça va me donner l'idée qu'on va mettre dans une scène de scénario. Je fais comment on dit, je fais mon miel, voilà. Je fais mon miel de tout ce qui peut arriver, voilà. Peut-être que dans le prochain film, il y aura quelqu'un qui m'interviewe avec un écouteur et qui est souriant, voilà. Donc tout participe à l'écriture.
À la paix, c'est la pièce que va monter Robin Renucci, qui est une adaptation et traduction du grand poète grec Aristophane. Il se trouve que moi, depuis maintenant 15 ans, je travaille, j'ai traduit les 11 pièces d'Aristophane, parce que ça a démarré en 2009. C'est pour ça que je vous dis presque 15 ans, parce que je voulais faire un projet pour Marseille-Provence 2013. Et je trouvais que Aristophane, poète comique, grec, 25 siècles, politique, comique, tout ça c'était marseillais. Et ça collait avec Marseille, quoi, voilà, cet Aristophane. Et c'est quelque chose que je suis depuis très 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 longtemps, puisque même c'est Racine qui a écrit Les Plaideurs, qui est une adaptation de la première partie des Guêpes d'Aristophane. Et dans sa préface, Racine dit « Je veux que mes contemporains connaissent l'esprit d'Aristophane ». Donc voilà. Et donc moi j'avais fait tout ce travail-là, et il se trouve que dans les 11 pièces, il y en a une qui s'appelle « À la paix », et quand Robin a été nommé au Théâtre de la Criée à Marseille, il m'a appelé, il m'a dit « J'aimerais monter cette pièce, La paix d'Aristophane », parce que ça... D'abord, elle est un peu emblématique du théâtre public. Villard l'a montée, Dulin l'a montée, Maréchal l'a crié l'a montée, Vitesse a travaillé avec le théâtre quotidien de Marseille. Ils ont voulu le monter. Et Vitesse l'a traduit. Évidemment, Robin voulait que ce soit son premier spectacle en tant que directeur. Et donc, c'est très, très emblématique et très important pour moi. Et évidemment, ma traduction telle qu'elle était écrite il y a 10 ans, d'abord était très copieuse. On a voulu en faire avec Robin. On a fait une nouvelle traduction plus ancrée sur le présent, sur l'actualité, en privilégiant les rôles féminins. Il n'y en a pas pratiquement dans La paix d'Aristophane, il n'y a pas de rôle féminin, si ce n'est la guerre, qui peut être d'ailleurs joué par un homme, qui est très souvent joué par un homme, et la paix qui ne parle pas, et 2 déesses muettes. Donc, muettes, des déesses nues et muettes. Donc, voilà, alors si on voulait organiser une troupe cohérente, actuelle, moderne, donc on a remplacé des rôles masculins par des rôles féminins, et puis on a aussi resserré l'action parce que le cœur de la pièce était très trapu, et voilà, pour que ça fasse un spectacle plus efficace. Et puis actualiser et pousser vers le sens de l'écologie, puisque c'est un héros qui se plaint qu'il y a la guerre sans arrêt, que tout va mal, que le monde va à volo, et l'écologie en fait partie. Et donc il va se plaindre, il monte au ciel sur un appareil, à l'origine sur un scarabée, un bousier qui se nourrit de merde, et il monte au ciel pour aller voir pourquoi les dieux font une guerre pareille, font qu'il y a la guerre partout. Donc tout ça, on a essayé de le faire plus musclé. On a travaillé 6 ou 8 mois avec Robin pour essayer d'avoir une traduction et une adaptation actualisée et forte. Je pense que être comédien, acteur, quand on est directeur, c'est une position stratégique. C'est-à-dire que si Marcel Maréchal a eu autant de succès à Marseille pendant les années où il dirigeait, c'était parce que le public le voyait mouiller la chemise sur scène. Et ça, et puis faire rire, et puis être un grand acteur. Et donc, il y a un côté sympathique, et il y a une adhésion immédiate à un homme comme ça, ou une femme, bien sûr. Alors c'est rare. Le ministère essaye de nommer de plus en plus de femmes à la tête des directions, mais d'ailleurs, vous me faites remarquer qu'il y a peu de femmes comédiennes. Il y a beaucoup de femmes metteurs en scène, autrices, comme ils disent. Mais bon, pas
comédienne, ça ne me vient pas naturellement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu toute une période où sont devenus directeurs des metteurs en scène, quoi. Il y a eu et ça a été une mode, que ce soit Chéreau, Planchon, Jean-Pierre Vincent, tous les grands noms du théâtre français qui ont été directeurs. C'était la primauté du metteur en scène. Comédien, un peu moins. Alors, est-ce qu'on passe maintenant à sage? C'est pas évident. Je vois beaucoup aussi d'administrateurs, de directeurs compétents, bien sûr, et qui connaissent le théâtre, parce que c'est très difficile, en fait, la position de dire je suis directeur de théâtre, mais est-ce que je crée mes propres spectacles, ou alors est-ce que je vais voir les autres, ou alors comme je suis directeur, je délègue à un programmateur, donc je ne vois pas tout, je programme la saison prochaine, mais avec l'air du temps, avec ce dont on parle dans les journaux, à ce dont le public va adhérer parce qu'on en a parlé, ou on l'a vu à la télé. Bon, tout ça, si vous voulez, c'est des postes qui sont pas évidents, et qui sont parfois réussis, parfois ratés, mais quand c'est raté, ça vient pas forcément de la personne. Enfin, je suis un peu, je suis un peu on rit dans le fond, mais c'est pas à cause de ce que je dis. Ouais. Non, je suis un peu lénifiant et puis pas agressif, parce que j'ai pas envie de l'être. Voilà. Souvent, je me suis élevé contre c'est vite dit, j'ai pris parti pour les auteurs, c'est-à-dire pour le texte, voilà. Et alors, très souvent, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'écriture de plateau. Alors, un metteur en scène convoque des comédiens, et puis les fait improviser, et puis enregistre ou note ce qu'ils disent, et puis en fait un texte, et puis voilà, c'est l'écriture de plateau. Et ça, mais parce que moi j'ai toujours détesté tout ce qui était création collective. C'est tout, c'est pas que je suis contre. Chacun fait ce qu'il veut, a le droit de faire ce qu'il veut. Mais personnellement, moi, quand j'écris, donc personnellement, quand j'écris, c'est dans la solitude, voilà, et c'est la recherche de quelque chose d'intime qui va être justement présenté devant une multitude. Mais si c'est la multitude qui parle d'emblée et qu'on essaie de faire un concentré de multitude pour parler à la multitude, mais la multitude ne sera pas forcément plus touchée que si c'est un type dans un coin, derrière un pont, sous l'arche d'un pont, tout seul, qui écrit un texte et qui rêve d'une pièce de théâtre. Il n'y a pas... Je crois que 10, 15, 20 cerveaux ensemble ne sont pas forcément plus habiles pour écrire du théâtre. Voilà. Alors, je parlais des scénarios, avec Robert, on écrit à 2 cerveaux, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas le même statut. Moi, je suis scénariste, lui il est scénariste et réalisateur, donc c'est des statuts différents, donc on arrive à se compléter le cerveau, mais et de faire un cerveau presque entier, quoi, voilà, enfin complet, pas entier, complet, mais laisser improviser des acteurs sur scène, et puis noter ce qu'ils disent. Mais non, ça c'est génial, tu vas le refaire, tu as noté ce qu'il a dit là. Alors tout ça, c'est bon, oui, d'accord, on a le droit de le faire, et j'encourage beaucoup de gens à le faire, mais moi ça ne m'intéresse pas. John Dream, c'est une longue histoire. C'est Patrick Pinot, on se connaît depuis 30 ans. Il a mis en scène ma pièce Monsieur Armand di Garincha, qu'il m'avait commandé avec Eric Elmosnino, et ça a très très bien marché. Et il y a 10 ans, Patrick m'a dit: j'aimerais que tu m'écrives un solo, un monologue,
un soliloque, je ne sais pas comment on dit, que je pourrais jouer tout seul. Et on a parlé pas longtemps, et il m'a parlé d'Hamlet, un type qui répète Hamlet dans sa cuisine et qui est toujours dérangé par sa mère. Et, et pas grand-chose de plus. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans Hamlet, et j'ai interprété le rôle de Yorick, qui est le crâne. Personne ne l'avait fait, donc je suis un créateur de personnages shakespeariens, ce qui est rare. Et donc Yorick, ce pauvre Yorick, parce qu'on met toujours la photo de l'acteur avec le crâne, et puis on dit to be or not to be. Mais en fait, c'est mal placé. Le to be or not to be, il n'y a pas le crâne. Le crâne, il est au 5e acte, quand c'est les fossoyeurs ramassent et trouvent le crâne de Yorick en creusant la fosse pour enterrer Ophélie, je crois, ou Laërte. Et donc Hamlet ramasse le crâne et reconnaît Yorick. Peut-être qu'il reconnaît à ses dents, à quoi. Non, c'est le fossoyeur qui lui dit c'est Yorick. Ah, il dit, oh Yorick, pour Yorick, le bouffon du roi, tu me faisais sauter sur tes genoux quand j'étais petit, tu me faisais rire, et là regarde dans quel état tu es. Voilà, donc c'est ça la vraie légende, quoi, de l'acteur avec le crâne dans la main. C'est pas to be or not to be. Et donc dans cette pièce Hamlet, à un moment, Hamlet, à la fin du 2e acte, je crois, dit, oh là là, moi je suis pas, je vous le résume, moi je suis pas comme John Dreams, hein, parce que lui, John Dreams, il est absolument incapable de quoi que ce soit. Alors, comme déjà Hamlet est incapable de quoi que ce soit, c'était rigolo de prendre ce personnage connu que de Hamlet, parce que personne ne lui répond « Ah oui, on connaît bien John Dreams. » Non. Alors, qui est ce John Dreams ? John Dreams, on ne sait pas. Hamlet en parle. Et c'est le fil que j'ai pris pour tirer sur la pelote, pour écrire ce monologue pour Patrick, et qu'il a mis 10 ans à monter, parce qu'il disait, je suis pas encore mûr, je suis pas encore prêt, je suis trop jeune, et j'attends d'avoir 10 ans de plus. Voilà. Et finalement, il a réussi, il a décidé et réussi à le monter cette année. Et ça se joue à Marseille, aux Bernardines. Et jusqu'à ce soir, c'est la dernière. Mais pour répondre un peu aux interrogations, en fait, au théâtre, il y a inévitablement une seule première. Mais il y a, quand c'est un succès, et c'est ce qui est le cas, inévitablement plusieurs dernières. Donc c'est la deuxième dernière qu'on fait ce soir, puisque la première dernière était l'année dernière à Lyon, quand il l'a joué aux Nuits de Fourvière. Et donc, il y avait une dernière. Et là, c'est la dernière à Marseille. Et il y aura encore plein de dernières, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.